Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette table ronde. Je m'appelle Xavier Eutrope, je suis journaliste à la Revue des médias de l'INA et depuis quelques semaines, quelques mois, je me spécialise dans le traitement des sujets à l'intersection des médias et de l'intelligence artificielle et comme très régulièrement, les assises journalisme de Tours m'ont proposé d'animer une table ronde et cette année, ma table ronde s'intitule « Comment les rédactions s'emparent de l'IA ?» Vaste sujet, hein, je pense que ça crée, ça donne des ulcères à certaines personnes, des espoirs à d'autres. En tout cas, ça nous fait toutes et tous réfléchir. Et je ne suis pas assez capé pour en parler tout seul de ce sujet. Donc, je suis entouré de personnes qui ont les mains dans le cambouis, comme on dit, ou en tout cas qui dirigent les réflexions au sein de leurs organisations. À savoir, dans le désordre, ou plutôt dans l'ordre, je vais faire dans l'ordre, Sébastien Georges, qui est directeur des rédactions du Républicain Lorrain, Vosges Matin et l'Est Républicain, coordinateur des rédactions du groupe EBRA. Bonjour Sébastien Georges, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À ma gauche, directement, Vincent Berthier, responsable du desk technologie et journalisme de Reporters sans frontières. Bonjour Vincent Berthier, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien et j'espère que vous aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Attends, je vais prendre le micro. Et à ma droite, directement, j'ai Sophie Huette, directrice adjointe de l'information chargée de l'intelligence artificielle et de l'innovation rédactionnelle de l'AFP. Bonjour Sophie Huette, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc nous allons nous vous voyez, même si nous nous tutoyons depuis que l'on s'est croisés ce matin. C'est plus agréable pour vous. Et en fait, on doit aussi avoir Christophe de Valembras de France Télévisions, donc, qui est chef du Media Lab de l'information de France Télévisions. Il doit participer. Je n'ai pas eu de nouvelles. On va partir... Je lui avais dit 11h30. Non, je ne lui ai pas dit 11h30. C'est pas très grave. On va commencer. Peut-être commencer par une définition. L'IA générative, qu'est-ce que c'est très concrètement ? On ne va pas passer l'heure et demie là-dessus, mais parce que là, on parle d'IA. L'IA, on voit un peu ce que c'est, mais de quoi on parle en fait concrètement ? Est-ce qu'on fait une différence entre différents types d'IA, desquels on s'empare, etc. Peut-être qu'on commençait par Sébastien Georges. Oui, je vais passer le micro. Je vais régler mon problème. En fait, l'IA, bonjour, rebonjour. L'IA a explosé en novembre 2022 lorsque Sam Altman et OpenAI ont révélé l'IA générative et l'ont mis sur le marché. C'était une déferlante. Mais en fait, l'IA, elle est avec nous depuis des années et des années. On utilise l'IA depuis très très longtemps. Ça ne s'appelait pas l'IA générative. Il y avait beaucoup d'algorithmes, beaucoup de choses comme ça qui, au quotidien, étaient déjà au cœur de nos activités, au cœur de notre accompagnement à la fois professionnel et personnel. Donc en fait, l'IA générative, ce qu'elle introduit, c'est effectivement la capacité d'introduire une conversation avec cette fameuse interface et en même temps de pouvoir écrire du texte. Et là, on touche à des choses qui sont totalement nouvelles et qui ont été totalement nouvelles et pour ça que c'est apparu comme une révolution. Mais néanmoins, en fait, il y avait déjà des systèmes de composition de texte qu'on appelait la roborédaction, que dans les rédactions, on utilisait par le passé. Notamment pour rédiger des papiers très rapides sur les résultats des élections diverses et variées sur la base des données du ministère de l'Intérieur. C'est nos confrères du Monde qui, dès 2007, avaient initié ça, puisque dès 2007, ils avaient produit, grâce à une roborédaction, un français qui s'appelait Sylaps, qui est une société qui s'appelle Sylaps, nous faisait, et après quasiment tous les médias et tous les grands médias mainstream et quotidiens régionaux l'ont adopté pour publier en quelques minutes, au fur et à mesure que les résultats tombaient sur le ministère de l'Intérieur, des petits comptes rendus de quelques lignes indiquant les résultats dans chaque commune française de l'élection en cours. Donc ça avait commencé comme ça. Petit tour de table encore une fois. Vincent, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition qui nous a été donnée à l'instant de l'IA générative ? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes de préciser. Je vais en proposer juste quelques-unes maintenant. La première, c'est qu'il y a une différence en effet de nature sur ce genre de technologie. En 2022, les IA génératives ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les IA comme Syllabs le faisait, puisque Syllabs finalement c'est... Maintenant on a tendance à dire c'est des textes à trous, ce qui est très réducteur parce que c'était vraiment une prouesse technologique ce qu'ils ont fait. J'allais justement dire texte à trous, donc... mais ne le faisons pas. Mais alors qu'aujourd'hui on est sur des machines qui sont des machines à probabilité. C'est-à-dire qu'en fait elles prédisent la probabilité qu'un mot succède à un autre dans un contexte donné. Et c'est comme ça qu'on essaye d'écrire avec ces machines.
L'autre différence, c'est que ce ne sont pas à proprement parler des applications ou des logiciels, c'est vraiment ce qu'on appelle des modèles. On parle de grands modèles de langage parce que ce sont des modèles qui ont traité énormément de données. Un modèle, c'est-à-dire que c'est une représentation mathématique de plusieurs langues, techniquement, qui en fait sont paramétrées en fonction de données qu'on leur injecte. Donc en fait, c'est du traitement de données. Et ce qui est intéressant, pourquoi je dis ça, c'est pas juste pour le côté un peu technique, c'est aussi pour dire qu'en fait, ces paramètres, ces modèles sont paramétrés, se reparamètrent en permanence lorsqu'on leur donne des données à analyser. Et à un moment donné, leurs concepteurs vont choisir de les mettre en ligne sur la base de ces paramètres. C'est-à-dire qu'ils vont estimer que les résultats sont assez bons pour être mis en ligne, ce qui signifie, d'un point de vue objectif, que ce sont des modèles de langage qui subissent un traitement éditorial. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas un traitement éditorial au sens journalistique, ce n'est pas une ligne éditoriale d'une rédaction, mais il y a des gens qui, Sam Altman, on en parlait, OpenAI plus globalement, ont décidé que ChatGPT était mûr pour être mis à disposition du public, et parce que sur la base de retours qu'ils ont eus. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense qu'on va en parler un petit peu. Il y a une tension entre plusieurs définitions du terme, et notamment sur l'éditorial et l'information dans l'intelligence artificielle. Alors effectivement, c'est hyper intéressant ce que vient de dire Vincent, parce qu'en réalité, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de stats, c'est des mathématiques, et c'est beaucoup aussi d'humains derrière qui entraînent. Il y a eu un documentaire sur France 2 qui a été diffusé il y a peu de temps, je crois, qui montrait à quel point effectivement l'humain était au centre de tout ça. Et c'est pas de la magie, quoi. C'est vraiment des choses très concrètes. Sophie Huette, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici? Est-ce que vous apporteriez des précisions? Oui, je suis complètement d'accord, mais justement, je vais peut-être poursuivre justement ce qui a été dit en soulignant comment ces modèles qui sont basés sur la statistique viennent perturber le travail du journaliste, si on peut dire, parce que voilà, le journalisme, on travaille sur des faits qui sont vérifiés, certains, et ces modèles, c'est pas du tout la manière dont ils fonctionnent, puisque l'idée est de deviner la syllabe qui va après la première syllabe et le mot d'après et la phrase d'après, etc. Donc on est sur de la statistique et on n'est pas du tout sur des choses qui sont vérifiées, ce qui fait que ces modèles produisent des hallucinations, ce qui fait que aussi, comme ils sont aussi entraînés d'une certaine manière, que ces modèles ont été entraînés avec toutes les données qui figurent sur l'Internet, que l'Internet est une partie du monde, hein, c'est un reflet très partiel du monde. Donc ce que l'IA peut restituer est forcément encore un reflet biaisé d'une partie de la réalité. Donc on est très très loin des valeurs du journalisme. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir bien à l'esprit, en fait, quand on est journaliste et qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, c'est que ça peut en aucun cas se substituer au travail de collecte et de vérification des faits qui sont faits par les journalistes. Ça peut aider, mais ça ne peut pas se substituer. Donc je pense que c'était vraiment ce que je souhaitais ajouter. Parce qu'il faut préciser peut-être que l'intelligence artificielle générative, elle est auto-récursive, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, elle est capable de voir ce qu'on lui demande, de le comprendre, de faire des statistiques par rapport à ça, et au fur et à mesure qu'elle donne des choses, elle réanalyse ce qu'elle a donné pour prévoir ce qu'elle va pouvoir donner par la suite. Peut-être que je dis une bêtise. Non, je ne sais pas. Sébastien Georges, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, c'est tout à fait ça. Et en même temps, il ne faut jamais oublier que ça reste une machine, en fait. Et que ce n'est pas humain. Parce que la difficulté, quelque part, c'est que ça introduit une conversation et on a l'impression qu'on parle avec quelqu'un, en fait. Et on dit s'il te plaît, on dit merci. S'il te plaît, merci, alors que ça ne sert à rien, en fait. Mais en fait, on le fait quand même. Et on introduit un biais cognitif et il ne faut jamais oublier que ça reste, comme le disaient Sophie et Vincent, une machine qui assemble et qui fait de la probabilité et des statistiques. Donc voilà, en fait, hein, c'est vraiment un aspect fondamental. Oui, et nous avons Christophe Vallambras qui arrive. Non, il y a eu un quiproquo, toutes mes excuses. Moi, j'étais prévu à 11h, mais ça me fait très plaisir d'être là plus tôt. Et d'ailleurs, tu n'es pas en retard du tout en réalité. Oui, Christophe Vallambras, bonjour. Comment allez-vous? Vous voyez, même si on se tutoie en vrai. Eh ben oui, ça va bien, et vous alors? Ça va. Là, on parlait justement de la définition de l'IA générative. Voilà, vaste sujet. On a expliqué que c'était autorécursif, que c'était plein de biais, que c'était des statistiques, des maths, qu'il y avait de l'humain, ce genre de choses. Peut-être qu'on va pouvoir embrayer tout de suite sur la deuxième partie un peu de la discussion.
à quand remonte votre premier contact avec l'IA générative? Sachant que vous êtes, on l'a déjà expliqué, chef du Media Lab de l'information de France Télévisions. Donc peut-être que vous pouvez en quelques mots expliquer ce que c'est. Alors, si vous parlez d'IA générative, on va dire que c'est fin 2022, comme tout le monde, ChatGPT, qui arrive, qui bouleverse tout. L'IA, ça fait un bout de temps qu'on scope ce qui se passe. On a déjà sorti 2 ou 3 cahiers de tendance. On a un blog qui s'appelle Métamédia et qui fait de la veille et de la prospective sur l'avenir des médias. Et on avait déjà sorti 2 ou 3 cahiers de tendance spécifiques sur l'IA, ce qu'on appelle l'IA prédictive, c'est-à-dire la génération d'IA qu'on a tous dans nos portables, etc. Les textes à trous, ce qu'il ne faut pas dire justement, notamment. Enfin, Bon, vous avez déjà parlé de tout ça, donc je ne m'étends pas. Et puis est arrivé ChatGPT, enfin, la version 3 de mémoire, ou même 2,5, je ne sais plus. Et alors là, c'était le séisme mondial qu'on a tous connu. Donc on s'est ultra mobilisé. Et puis on a commencé à regarder partout ce qui se faisait, à essayer de comprendre ce qu'il en était, parce que c'est pas simple. L'IA générative, et d'ailleurs même pour les experts de l'IA générative, on ne sait pas encore exactement trop comment ça fonctionne là-dedans. On sait grosso modo comment on a entraîné les modèles et puis ce qu'ils arrivent à faire. Mais après, comment les algorithmes font réellement fonctionner tout ça, les experts ne sont pas tout à fait sûrs. Ouais. Voilà, donc on a sorti un premier cahier de tendance, nous à France Télé, par notre blog Métamédia, qui est un peu un ouvrage de référence sur tout ce qui se fait avec des experts au printemps 2023. En parallèle, on a lancé immédiatement à France Télé, je ne sais pas si c'est l'objet de votre question, mais comment on a réagi par rapport à ça? Oui, ça peut être ma question, en effet. On peut l'interpréter comme ça. Alors voilà. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur une charte? Vous avez beaucoup de questions. Par exemple, typiquement, pour juste mettre un peu de contexte, je vous avais interviewé dans le cadre d'un article que j'ai fait sur comment vous aviez réagi face à l'IA générative et ce qu'elle pouvait présenter comme danger dans la désanonymisation des flous. Oui, c'est ça. Et en même temps, quel avantage elle pouvait présenter pour réanonymiser des gens. Voilà. Donc alors, oui, effectivement. Donc, on a eu plusieurs chantiers très rapidement, mais j'imagine comme tous les confrères. On ne l'a pas encore abordé, mais on va le faire. Oui. Des grands groupes audiovisuels ou de groupes de presse, c'était de savoir à quelle sauce on allait être mangé par rapport à tout ça et ce qu'il en était réellement. Donc, on a travaillé sur ce cahier de tendance pour faire le tour de la question et le diffuser largement. On a immédiatement mis en place des ateliers de sensibilisation pour, au fur et à mesure qu'on comprenait nous-mêmes ce qui se passait, on le partage un petit peu au plus grand nombre des collaborateurs. Parce que notre conviction, c'est que c'est parce qu'on va se forger une culture collective qu'on va faire émerger des usages vraiment pertinents, des cadrages, parce qu'il faut quand même qu'on préserve nos valeurs. On a mis en place des ateliers sur l'image, vous en parliez, qui regroupent de manière complètement transverse dans le groupe. Et chez nous, c'est pas tout à fait simple en général sur l'innovation de travailler en transverse. Pour le coup, le sujet nous l'impose. Donc on a mis ça en place autour spécifiquement de la question de l'image. On a essayé de regarder les premières répercussions directes chez nous, et vous en parliez, on s'est rendu compte par exemple que notre technologie de floutage dans le cadre des JT, c'est-à-dire en temps court, était remise en cause par l'IA qui arrivait complètement à reconstruire, pas enlever les floutages, mais à reconstruire les visages derrière. Un genre de portrait robot très sommaire. Alors maintenant, c'est carrément ultra réaliste. Ah oui, c'est ultra réaliste. Il y a des algorithmes qui sont absolument parfaits, grosso modo, qui prennent l'image floutée, qui recréent exactement la même image floutée, ils savent très bien le faire. Et du coup, ils enlèvent le flou et ils retrouvent le visage originel. Bon. Donc pour nous, c'est évidemment un problème. Sachant que ça, c'est dans les outils, par exemple, de retouche photo. Ouais, par exemple, typiquement, ouais. Ah oui, maintenant, il y a beaucoup d'outils de retouche photo qui intègrent des briques d'IA générative, de plus en plus d'ailleurs, et qui sont de plus en plus efficaces. Et puis, il y a beaucoup d'universités américaines qui travaillent spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, mais sur le défloutage des images, ce genre de choses. Donc on a cette problématique-là. Et tout ça nous arrive en même temps, c'est-à-dire en quelques mois. Et donc, on réagit assez vite. On fait une charte de l'anonymat. On fait des e-learning pour former nos équipes à trouver des solutions annexes pour ne pas recourir à ces solutions de floutage à minima. Et puis, derrière, on se pose aussi la question de savoir comment on peut réagir. Est-ce que l'IA ne peut pas nous aider à réagir là-dessus? Et avant qu'on ait le temps de mettre tout ça en place, dans les boîtes de prod, dans les documentaires, etc., ils ont déjà recours au deepfake dit for good,
C'est-à-dire, pour anonymiser des gens, ils plaquent un visage totalement deepfake. C'est ce qui est arrivé dans le documentaire sur la jeunesse iranienne. Oui, qui où était il y a diffusé eu sur France beaucoup 5. de jeunes femmes, notamment une qui se filmait elle-même. Donc, si on voulait que cette jeune femme survive, parce qu'on est dans cette catégorie de menaces, hein, il fallait absolument pas qu'elle soit reconnue. Et donc, on s'est fait quelques nœuds au cerveau. Alors, les documentaires ne sont pas complètement dans le domaine de l'information, mais néanmoins, c'est le groupe qui réfléchit à ce moment-là. Et il a été utilisé des deepfakes, alors en le disant dans le commentaire, à l'image, etc. La problématique de tout ça, c'est qu'industrialiser une technologie d'anonymisation qui repose sur le deepfake for good, faut sérieusement le cadrer, parce que le for good de France Télé n'est pas le for good de Poutine, n'est pas le for good de Trump, etc. Vous voyez ? Donc voilà, on se pose actuellement toutes ces questions-là. Et au fur et à mesure que les technologies ont avancé, on met en place de nouveaux ateliers de réflexion, et puis on essaye de suivre la cadence et de s'adapter. Et je vous dirai peut-être un moment plus tard pour laisser parler les On va vous laisser reprendre votre souffle, surtout, puisque vous venez directement de la gare. Voilà, j'ai battu le record du monde de la gare Palais des Congrès à Tours. Donc, voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je vais juste donner la parole à Sophie Huette, qui est juste là. On rit aussi aux assises du journalisme. Sophie Huette, à quel moment vous avez commencé à expérimenter avec l'IA générative ? Et en fait, ce qu'on entend un petit peu dans le récit que fait Christophe de Valambras, c'est qu'il y a eu quand même un espèce de recul, un petit peu de réflexion, et ils ne se sont pas jetés dessus tout de suite, ils ont analysé les problèmes, et ne se sont pas tout de suite dit ça va être incroyable pour les journalistes, on va faire des papiers entiers avec de l'IA générative. Et vous non plus, j'imagine que ça n'a pas été le cas, mais quel a été votre réflexe ? Je pense que dans les rédactions, ceux qui sont derrière les livres de comptes se sont dit « Ouah !» Mais les journalistes ne se sont pas dit la même chose, ils se sont dit « Ok, on va regarder 2 secondes, voir ce qu'il y a dans la boîte et comment ça fonctionne pour voir ce qu'on va faire avec. » Nous, on avait déjà, puisque tout à l'heure ça a été mentionné, ce travail sur la génération de texte, donc avec Syllabs, avec qui on avait travaillé également, et d'ailleurs c'est un peu triste parce qu'ils ont disparu l'année dernière, frappés par l'obsolescence due à l'émergence de ChatGPT. Et on avait aussi mis au point à cette même époque, il y a une dizaine d'années, donc déjà de la génération de vidéos à partir de données automatisées, etc. Donc là, c'était pas de l'IA générative comme on la pratique aujourd'hui, mais c'était déjà une automatisation d'un certain nombre de pratiques du journalisme. Et donc, fin 2022, ChatGPT. Je tiens à souligner quand même au passage que, il y a de la techno, beaucoup de techno derrière, mais il y a surtout aussi une interface. Et que donc ça, c'est un travail de designer qui fait que entre la techno et l'utilisateur, il y a des gens qui pensent à un truc très très simple qui permet d'utiliser une technologie complexe. Et ça, c'est très important. Juste pour une petite une incise. Ce qui a changé peut-être les choses avec ChatGPT, c'était que c'était utilisable par tout le monde très facilement, qu'il y avait un chatbot. C'est parce que des gens ont créé cette interface extrêmement simple, extrêmement facile à utiliser, destinée au grand public. Et c'est ça qui explique le succès de ChatGPT. Parce que si on était resté sur la techno, bien enfermé dans une boîte ou dans un endroit compliqué pour y accéder, on n'aurait pas eu ce développement incroyable. Donc il y a un vrai sujet d'usage, en fait, de comment on va rendre les choses utilisables. Et dans l'intégration de ces technos dans les rédactions, ça va avoir un énorme rôle, en fait. Donc nous, fin 2022, on voit comme tout le monde ChatGPT émerger. Début 2023, on lance en fait dans toute la rédaction un grand questionnaire qu'on adresse aux 1700, même à tous les salariés de l'AFP. Il y a 1700 journalistes à l'AFP, 2500 salariés dans le monde, et donc on envoie ce grand questionnaire pour demander à la rédaction comment ils appréhendent les choses, qu'est-ce qu'ils pensent que l'IA générative peut faire pour les journalistes, et donc ça nous donne déjà une première idée. Juste derrière ça, au printemps 2023, moi à l'époque j'étais rédactrice en chef de l'agence, donc je m'occupais de piloter toutes les activités rédactionnelles de l'agence, et donc un de mes boulots était de vérifier que nos consignes rédactionnelles sont toujours actualisées et puis raccord avec nos pratiques. Donc on a écrit des consignes rédactionnelles sur l'utilisation de l'IA. En gros, pour faire court, on n'a pas le droit de produire des contenus avec l'IA générative. On a le droit de l'utiliser comme assistant, pour s'aider, pour générer des idées, pour expérimenter. On encourage les journalistes à expérimenter pour s'approprier ces technos aussi, comprendre comment ça fonctionne. Et puis
on a le droit de l'utiliser aussi. Alors, on avait fait ses premières consignes éditoriales en 2023. On vient d'en sortir une version très très détaillée sur l'utilisation de la traduction, par exemple, parce que ça pose plein de questions en fait sur la traduction, sur les vérifications. Enfin, je veux dire, tout doit être absolument relu, vérifié par des journalistes à l'AFP, puisque nous, l'alpha et l'oméga chez nous, c'est la fiabilité et c'est l'indépendance. Et donc, c'est deux choses qui sont effectivement pas forcément les points forts de l'IA. Et donc, on doit absolument être très très scrupuleux sur ces aspects-là. Ensuite, on a lancé en septembre 2023 un appel à expérimentation. Justement, on a invité les journalistes de la rédaction à expérimenter, à proposer des sujets. Et puis, petit à petit, on a mis en place de premiers outils. Alors, l'outil que les journalistes adorent, c'est la transcription, parce que ça fait gagner un temps de dingue sur la transcription de tous les discours, de toutes les personnalités qu'on peut suivre dans le monde, donc c'est considérable. Ça a changé ma vie. Oui, ça c'est clair, ça change la vie de tout le monde. La transcription de toutes les interviews que les journalistes peuvent faire, donc voilà, vous pouvez mettre un fichier audio, un fichier vidéo, et la machine vous le retranscrit, et vous pouvez surtout, ce qui est important, retourner sur la phrase qui vous intéresse pour la réécouter et la vérifier avant de l'utiliser dans vos dépêches, et c'est ça qui fait la valeur de ces outils-là. Donc ça, la transcription, c'était très attendu. Il y avait déjà des solutions sur le marché auxquelles on était abonnés, et on a là maintenant créé un outil interne. Et puis, derrière la transcription, on a mis aussi en place un outil interne de traduction, donc qui fonctionne, qui est comparable aux outils du marché d'Apple ou Google Translate, etc. Sauf que là, nous, on a choisi notre modèle. Et puis, on a surtout rajouté dans l'interface plein de warnings sur le fait qu'il faut absolument tout relire, tout vérifier. Parce que sur la traduction, il y a plein de pièges. Il y a des mots qui sont pas... Enfin, quand vous voulez traduire de l'anglais vers le français, par exemple, vous n'avez pas la notion de genre. Pour le mot director, vous ne savez pas si c'est réalisateur, réalisatrice, par exemple. Donc, il faut toujours recontextualiser, revérifier, vérifier les noms de lieux, les noms de personnes. Enfin, voilà, il y a un énorme travail. Et puis, donc, dans le questionnaire qui a été adressé à la rédaction, il y a des priorités qui sont ressorties, comme la recherche augmentée. Donc, c'était la capacité à faire des recherches dans nos contenus et puis à pouvoir produire des résumés, par exemple, à pouvoir produire des timelines, des principaux points. Il y a la veille, c'est un très très gros travail de l'AFP de faire de la veille dans le monde entier et dans des langues que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc ça, c'est un outil qui va être compliqué à construire, mais qui va être très utile. Et puis, tout ce qui est assistance à l'édition et puis automatisation de process qui ont peu de valeur ajoutée. L'idée étant que nous, notre fonction d'agencier, c'est vraiment, ça reste la collecte sur le terrain, et terrain réel et terrain virtuel. Et ça, c'est des choses que les robots ne peuvent pas faire ou peuvent nous aider à augmenter et à améliorer. Un robot ne peut pas faire un papier de faits divers. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'était une réflexion juste avant, et on parlera tout à l'heure des applications concrètes à France Télévisions. Vincent Berthier, c'est pas une rédaction RSF, ou alors c'est une méta-rédaction. Comment vous vous emparez, vous, de l'IA générative? Quel a été votre premier contact, vous, déjà, avec l'IA générative, et comment vous réfléchissez à RSF là-dessus? Alors moi, à titre personnel, mon premier contact, rétrospectivement, c'était vers 2019. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça de l'IA générative, on appelait ça juste de l'IA. Et c'était un modèle transformer qui s'appelait BERT. Et j'étais prestataire pour France Télévisions à l'époque. Je m'occupais de l'analyse des conversations sur les réseaux sociaux. Et j'essayais d'entraîner un modèle pour faire ce qu'on appelle la tonalité de conversation. Qu'est-ce que c'est la tonalité de conversation? Conversation, c'est savoir si quelqu'un sur Twitter, quand il vous insulte, c'est gentil ou pas. Problème plus compliqué qu'il n'y paraît quand on fait de l'information, parce que parfois les gens insultent sur Twitter, et la question, elle est de savoir où éthiquement on veut se situer par rapport... Est-ce que c'est une réaction par rapport à un sujet, et que ça a été une réaction épidermique d'un spectateur, et que certes, ce spectateur n'est pas très poli, mais au moins ça veut dire qu'il s'est approprié l'information. Ce genre de problématique. Et les outils de veille dont on dispose sont absolument nuls pour ça. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Et donc, j'essayais de voir si on pouvait faire mieux avec des outils qu'on pouvait entraîner. Alors, on peut certainement faire mieux, mais moi, en tout cas, j'y suis pas arrivé à l'époque. Et après, j'ai retrouvé l'IA générative. C'était avec GPT-3. C'était un peu avant ChatGPT.
Et qui fait que où j'ai commencé, parce qu'à RSF il y a une rédaction, moi j'en fais partie, je suis journaliste, on a une agence de presse, et moi j'ai la carte. Donc j'ai dit n'importe quoi en fait. Tu as halluciné. Vous avez halluciné, pardon. Mais et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé en février 2022, et à l'époque c'était Christophe Deloire, on s'est posé la question, Christophe Deloire qui était l'ancien directeur général de RSF, on s'est posé la question de savoir si on faisait un peu de prospective, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme sujet. Et on est parti assez rapidement sur l'IA, parce qu'il y avait GPT-3 que j'avais redécouvert dans le livre de David Chaval-Arias, où il en parlait un petit peu. Comment s'appelle-t-il ce livre ? Toxic Data. C'est un livre sur les réseaux sociaux et la manipulation de l'information, qui est un très bon ouvrage. David Chaval-Arias, c'est un chercheur au CNRS. Et en fait, on a commencé à faire des expérimentations avec GPT-3, qui à l'époque n'était pas un chatbot, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait écrire un texte et puis il allait le continuer. Mais en fait, c'est comme ça que fonctionne un chatbot. Un chatbot, c'est un modèle de langage qui continue une question à la base. Et donc, on a l'illusion qu'il répond à une question comme ça. Un petit peu comme dans les barres de recherche Google, dans l'absolu. Exactement. Les barres de recherche Google utilisent des modèles qui ne sont pas des grands modèles de langage, mais qui sont des modèles prédictifs. En effet, ça fonctionne exactement de la même manière. Et c'est là qu'on a commencé, dès juillet 2022, à réfléchir à ce qu'allait être notre premier projet sur l'IA en tant que tel, qui était la charte de Paris sur l'IA dans le journalisme. Et c'est à partir de juillet 2022, donc en novembre 2022, 30 novembre 2022, ChatGPT sort. C'est vraiment à partir de janvier 2023 que ça explose, notamment chez nous. Et là, les choses s'emballent parce que du coup, on a l'impression que les choses changent. On a des partenaires qui, jusqu'à présent, nous disaient « mais votre truc, ça ne marchera jamais, c'est de la science-fiction ». Tout d'un coup, deviennent intéressés et on finit par publier cette charte en novembre 2023. Donc c'était ça aussi. Surtout au début pour RSF, l'IA générative, c'était qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation de défense des libertés de la presse, on peut faire pour être utile aux médias et aux journalistes. Vous étiez un peu précurseur en fait sur l'idée de faire une charte. Qu'est-ce qu'il dit cette charte d'ailleurs ? Cette charte, elle dit beaucoup de choses et d'ailleurs, elle ne s'intéresse pas uniquement à l'IA générative, on l'a voulu plus large que ça. Elle va répéter des principes qui vont se retrouver dans de nombreuses chartes, c'est-à-dire la responsabilité des médias, le fait qu'il y ait toujours un humain dans la boucle. Mais elle fait aussi référence à des sujets qui sont un peu en dehors de la technique pure, et notamment le fait que la charte invite les médias à négocier collectivement avec les concepteurs d'intelligence artificielle s'ils veulent négocier pour l'attribution des données afin d'éviter que des médias fassent cavalier seul. Et donc affaiblissent un peu l'ensemble de l'écosystème. Elle dit qu'un système d'intelligence artificielle doit être auditable par un tiers de confiance. Donc il ne faut pas que ce soit des boîtes noires. Il ne faut pas que ce soit des boîtes noires parce qu'il faut pouvoir savoir comment elles fonctionnent. Et donc, qui est un principe très classique en cybersécurité, le fait de pouvoir être audité par un tiers, mais qui, là, dans le domaine des médias et de l'IA, n'est pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Elle dit que, par exemple, l'AFP d'ailleurs a franchi ce pas, elle invite les médias à marquer leur contenu comme étant authentique, afin de pouvoir faciliter la lutte contre les deepfakes. Donc pas mal de sujets qui, en effet, c'est pas nous en tant qu'organisation qui avons été précurseurs, c'est aussi le collectif qu'on a réussi à réunir, qui font qu'il y a beaucoup d'idées qui sont encore vraiment d'actualité et toujours très pertinentes dans cette charte. Les chartes, effectivement, c'est une manière de s'emparer de l'IA d'une certaine façon. Dans les rédactions, il y a beaucoup de rédactions qui font des chartes. Je sais qu'à France Télévisions, vous avez une charte. Attends, on va repasser le micro par là. On a, comme à l'AFP, on a sorti tout de suite une note de service à l'info. D'accord. Pour encadrer, et sur les mêmes bases. D'ailleurs, on a participé à la réflexion de la charte RSF, et puis on a les mêmes logiques, humain, machine, humain, contrôle, etc. Assistant, mais pas auteur, on a la même chose. Après, on a rédigé une première charte qu'on est en train de réécrire. Parce que, disons qu'on a sécurisé pour l'information nos comportements, on a cadré nos usages, etc., sur le texte, sur l'image, sur la vidéo, etc. Et puis maintenant, il faut qu'on ait une réflexion qui quand même nous permette, dans les différentes branches d'un groupe audiovisuel, il y a de la production, il y a de la fiction, etc., de ne pas brider non plus les autres métiers au risque de ne plus être concurrentiels et de briser l'écosystème qui est le nôtre. Donc les précautions sont prises, le cadrage est fait, on participe à beaucoup de choses, on a les chartes, on a aussi, nous, l'avantage
en tout cas la responsabilité d'être en ce moment à la présidence de l'UER, qui est le rassemblement de l'audiovisuel public européen, de l'Union européenne. Et donc la présidente, dernièrement, à la e-Summit de Paris, le sommet IA pour la... Enfin, l'action pour l'IA. On y arrive. Voilà, où on participait à un certain nombre de conférences. Et la présidente véhiculait désormais un certain nombre de ce qu'on appelle des grandes questions auprès des plateformes IA, en particulier, pour faire simple et sans rentrer dans les détails, parce que c'est encore l'objet de discussions entre tous les acteurs européens pour se mettre d'accord sur les priorités qui seront les nôtres, en commun, comme on vient de le dire, parce que c'est comme ça qu'on sera fort face à OpenAI et autres. On n'y va pas chacun de notre côté, c'est en quoi on a peu de chances d'aboutir. L'idée globale, ce qu'on demande aux plateformes IA, c'est de demander à utiliser nos contenus, de les créditer, de dire d'où ils viennent, et de se mobiliser pour avoir une action commune autour de la désinformation. Et on soutient aussi des propositions qui émanent plutôt d'un organisme mondial des journaux qui est WANIFRA, et qui dit en plus il faut qu'il y ait une compensation évidemment financière à l'utilisation de nos contenus. Concrètement, autant on a un gros sujet sur comment on utilise l'IA dans nos organisations, autant on a un énorme sujet sur que deviendront les contenus que nous allons créer. S'ils se perdent dans un maelstrom et utilisés par n'importe quelle plateforme d'IA et qu'il n'y a plus aucune reconnaissance de nos contenus et donc de retour sur investissement, comment demain on va continuer à avoir les moyens de les fournir, de les créer, pour eux de les utiliser et puis pour nous de survivre. Donc voilà, il y a l'IA, c'est la question de l'interne et puis la question de comment on le gère en externe. Je vais repasser la parole de l'autre côté. C'est le grand voyage des micros. Sébastien Georges, rebonjour. Bonjour. On est voisins, on se voit là. Ça va toujours. Ça va toujours ? Super. Parce que là, on a parlé de choses, de structures que les gens connaissent bien, France Télévisions, l'AFP, les RSF. Peut-être que les gens comprennent moins ce que EBRA fait avec l'IA générative. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez très rapidement expliquer ce qu'est EBRA ? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, et c'est bien de faire un peu de pédagogie, et expliquer quel a été votre premier contact avec l'IA générative. Alors, en quelques mots, EBRA, pour S Bourgogne-Rhône-Alpes, historique acronyme, lors de la fondation de ce groupe de presse, qui est aujourd'hui le premier groupe de presse quotidien régional français, on les 9 titres de la façade est de la France, donc de l'Est républicain, républicain lorrain, Vosges Matin, Alsace, Dernière Nouvelle d'Alsace, Journal de Saône-et-Loire, Bien Public, Progrès et Dauphiné Libéré. C'est 23 départements, presque à peu près 800 000 exemplaires par jour sur le papier, 5 millions de visites par jour sur nos sites internet et une quinzaine de millions, entre 15 et 20 millions, ça dépend des jours, et de l'actu, évidemment, de pages vues par jour. Le groupe EBRA, c'est un groupe détenu par le Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, donc c'est un actionnaire qui l'a à 100% bancaire, avec la chance que nous avons, c'est que ce n'est pas un actionnaire interventionniste. L'avis des rédactions, il la laisse courir, il ne nous demande rien et ne contrôle rien. Je précise toujours, parce que ce n'est pas toujours le cas de tous les groupes industriels ou autres qui contrôlent la presse aujourd'hui. Et donc nous, on a cette chance-là, et donc on peut travailler assez librement. Librement, avec des contraintes techniques néanmoins, notamment une contrainte qui est un peu particulière pour nous, puisqu'on est soumis à la sécurité bancaire. Et donc on a au sein de EBRA une DSI, donc la direction des systèmes d'information, qui est dirigée par le système d'information, qui est lié au système d'information de la banque. C'est important parce que on a pas mal de choses en lien avec ça en termes de développement technologique. La technologie, la banque, les banquiers sont assez forts, assez évolués. Nous, la filière, c'est presque 3000 ingénieurs et qui travaillent évidemment à 99% pour la banque, mais il y a une petite partie consacrée à la presse et au groupe EBRA. Ils développent au sein de cette filière-là, ils ont une unité cognitive
qui est en charge et qui dispose de plusieurs centaines de GPU. Les GPU, c'est ce qui fait fonctionner l'IA. Sans les GPU, ça ne marche pas. C'est des microprocesseurs avec NVIDIA qui est le principal fournisseur. Donc il y a un travail avec eux. Et pourtant, on a décidé, nous, au sein des bras, de faire du projet IA un projet d'abord rédactionnel, d'abord éditorial et donc pas informatique. On a fait un peu comme du côté de France Télé, d'AFP et de tous les autres groupes. On a pris la vague, ensuite on l'a regardé. On a eu rapidement des collaborateurs qui nous ont tiré la manche en disant qu'est-ce que vous allez faire et comment on va réagir. Avec certaines craintes pour ça. C'était combien de temps après l'irruption de ChatGPT sur la scène C'était novembre et nous, dès janvier, février, on a commencé à avoir des gens qui, évidemment, ont fait partie, comme nous, des 100 millions d'utilisateurs en un mois dans le premier mois de ChatGPT. Et donc, on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça, avec des résultats qui étaient plus ou moins performants à l'époque. Puisqu'on sait qu'il y avait pas mal de biais, il fallait qu'on apprenne à maîtriser ça et que ChatGPT reste une machine et si on ne lui pose pas une question précise et bordée, il peut être borné aussi d'ailleurs, mais il peut sortir des hallucinations et donc on a appris à voir ça. On a eu des collaborateurs qui sont venus voir et qui ont tapé à notre porte pour nous dire nous on aimerait bien essayer des choses. Et donc on a commencé comme ça en se disant au sein des bras il y a un titre, notamment l'Est républicain, donc un des titres dont j'assume la responsabilité de la direction des rédactions, au même titre que Républicain Lorrain et Vosges Matin. Donc avec le directeur général on a dit ok, on va regarder, on s'intéresse à ces questions-là de technologie et on s'est dit on va monter un groupe, on va monter une réflexion. On a voulu la faire de manière transparente. C'est-à-dire qu'une des choses essentielles pour nous, c'est qu'on n'a rien fait, mais même pas commencé, à tester des choses sans en parler d'abord avec des partenaires sociaux et sur le site qu'on avait choisi, à savoir l'Est républicain et la partie nancéenne. Donc en septembre 2023, donc moins d'un an après la sortie de ChatGPT, on est allé au contact de nos partenaires sociaux sur l'Est républicain pour leur dire qu'on avait l'intention de faire une expérimentation en production, c'est important, sur l'utilisation d'un outil à base d'IA générative pour travailler la copie des correspondants locaux de presse. Vous savez, il faut peut-être expliquer ce que c'est les correspondants de presse. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'un correspondant local de presse. En France, c'est une particularité française. On a 30 000 communes et on a la PQR s'appuie, ou la PHR s'appuie sur un réseau de correspondants locaux de presse qui sont des travailleurs indépendants qui nous font des prestations, et selon la définition, qui sont des gens qui nous mettent à disposition des médias et des éditeurs de l'information que l'éditeur doit retravailler avant de publier. Alors évidemment, on a des gens qui savent écrire. On a des gens qui savent très bien écrire. On a beaucoup d'anciens instituteurs, beaucoup d'anciens enseignants, des fonctionnaires, enfin, voilà, c'est souvent des gens qui sont retraités, qui prennent ce job. C'est un job d'appoint, hein, ça ne fait absolument pas un salaire. Et donc, mais ils ont un intérêt d'être au cœur de la vie de leur village et d'être des interlocuteurs et de refléter, et donc d'avoir un rôle à la fois social et à la fois sociétal de rayonnement des actions associatives et intercommunales. Ils nous fournissent tous les jours des centaines de contenus. Certains sont très bien écrits et nécessitent peu d'être retravaillés moyennement ou peu. D'autres sont moins qualitatifs, mais nécessitent un peu plus de travail. Et d'autres sont finalement des fournisseurs d'informations tels que c'est à l'origine le terme. C'est-à-dire que peu importe qu'ils l'écrivent très bien ou pas, en fait, l'important, c'est l'information qu'ils vont nous drainer, qu'ils vont nous apporter. Et cette information-là, des fois, elle mérite un travail important de la part des rédactions. Et donc, les rédactions sont organisées pour qu'à la réception de ces contenus, on ait un retravail éditorial, journalistique, pour rendre le contenu diffusable selon les valeurs de nos titres, mais également selon les normes et la déontologie journalistique. Donc la déontologie des éditeurs et des médias. Ils sont rétribués d'une manière par un versement d'honoraires, ces gens, qui sont extrêmement utiles
est extrêmement important dans le maillage. Néanmoins, ça demande beaucoup de moyens, et le travail d'editing, de retravail, d'affinage, de relecture, de préparation à la publication prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, les métiers d'éditeur sont des métiers qui, je vois qu'il y a des étudiants dans la salle, ne sont pas le métier qui est la priorité quand on fait une école de journalisme. On a plutôt envie d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, de raconter des histoires, belles ou moins belles, de faire des interviews, d'aller voir des matchs de foot, etc. Et donc, en fait, on a quand même une difficulté pour rendre ce travail et cette mission, essentielle pour autant, attractive dans nos métiers. Parce que finalement, on le faisait, et on le fait aujourd'hui, quasiment comme on le faisait il y a 20 ans. Avec en plus, avec la transformation de la presse, un certain nombre de métiers techniques qui sont arrivés. On a eu, il y a 20 ans, entre ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a eu tout un tas de modernisation, l'informatique est arrivée, et donc, entre le métier journaliste, où avant, l'éditeur relisait le texte, faisait un dessin pour dire ce texte-là, ça sera en position A, transmettait à des ouvriers du livre, et ce qu'on appelait un pré-presse, et après, le pré-presse envoyait, avait une validation du journaliste qui restait jusqu'à ce que la page soit faite sur papier, et envoyait ça à la rotative. Toute cette partie-là a été évidemment automatisée, travaillée avec les moyens de l'informatique, modernisée, mais néanmoins, il y a eu un transfert de tâches techniques vers les journalistes. En fait, aujourd'hui, donc, fort de cette réflexion-là, fort aussi de ce que pouvait apporter l'IA générative, on a donc décidé de travailler sur un outil à partir qu'on a présenté aux partenaires sociaux. Et en mois de novembre, on a acté une zone d'expérimentation autour de Nancy pour tester la relecture et l'assistance à nos rédactions pour travailler cette copie-là. Il y a eu, on a fait la une des médias. Oui, c'est ce que j'allais dire. France Inter nous a fait l'honneur de son trésor quelques jours après les attaques de Gaza, les attaques d'Israël, pardon, par les islamistes. Et donc, on a aujourd'hui eu un certain nombre de discussions avec nos partenaires sociaux qui a débouché sur une expertise, mais l'expérimentation a eu lieu pendant 3 mois. Cette expérimentation, on l'a faite avec une petite équipe de journalistes volontaires qui étaient intéressés par avancer sur le sujet. On a pris la plus petite édition de l'Est républicain avec quelques pages, et on avait une dizaine, quinzaine, on est monté un peu en puissance jusqu'à une trentaine de contenus. On a travaillé sur ChatGPT. Pourquoi ChatGPT ? Parce qu'à l'époque, c'était quand même l'outil encore le plus performant, on en a testé d'autres. Le process était simple, maîtrise totale des journalistes, responsabilité éditoriale des journalistes de A à Z. L'outil reste un outil. Et donc, le journaliste lit le texte qu'il reçoit par le correspondant local, passe dans l'outil à base d'IA générative, relit immédiat, ça prend à peu près 1 minute selon le prompt qu'on a écrit. Au bout d'1 minute, un texte amendé ou corrigé de certaines fautes d'orthographe peut évoluer d'ailleurs souvent, ou si plus on descend selon les 3 strates que j'ai énumérées tout à l'heure, plus travaillé. Le journaliste le relit et peut réintervenir dedans. Et avant de le valider pour l'envoyer et le publier. Donc, en fait, la responsabilité du journaliste, c'est la même. J'ai souvent pour habitude que si on m'écrit pour me dire il y a une erreur, c'est parce que vous utilisez de l'IA, je dirais non, c'est pas l'IA qui a fait l'erreur. C'est le journaliste, puisque c'est nous, nos équipes éditoriales, qui ont la maîtrise du contenu et la maîtrise de la publication. Donc, notre responsabilité éditoriale ne change pas. Et ça, c'était vraiment un des prérequis que nous avons voulu mettre en œuvre immédiatement. J'ai même eu dans les discussions avec les partenaires sociaux, avec des journalistes qui l'utilisaient, me dire « Ah bon, je suis vraiment obligé de faire la deuxième relecture parce que bon, finalement, c'est pas si mal, quoi. Maintenant qu'on l'a vu ça 50 fois, 100 fois, 200 fois, bah oui, vous continuerez. » Et ça, c'est obligatoire. Parce que pour nous, ce n'est pas négociable que le journaliste doit maîtriser ce qui est diffusé. Voilà. Et donc, depuis... Sachant que le ChatGPT, jusqu'ici, n'est pas utilisé ailleurs que dans la relecture des informations envoyées par les correspondants de presse.
Chez nous, non. Pour l'instant, nous, on a fait une autre expérimentation. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure, parce qu'on a fait pas mal de petites choses, mais en production, c'est le sujet cœur. Donc, on a fait ces 3 premiers mois. On a fait une pause de 3 mois derrière, parce qu'on a utilisé le retour de l'expertise, le retour de nos équipes. Parce qu'il y a eu un rapport d'expertise. Il y a eu un rapport d'expertise avec des choses, notamment des aspects intéressants sur l'impact cognitif, sur l'impact de la relation au travail par rapport à cet outil-là. Donc c'était vraiment intéressant. L'impact aussi, la manière dont on l'a déployé, puisque je rappelle qu'au départ, c'était une initiative vraiment d'un collaborateur qui est venu nous taper à la porte et puis qui correspondait aussi à une recherche qu'on faisait nous et à des études qu'on menait nous au niveau de la direction. Mais on s'est rencontrés là-dessus. Et donc, on a remis à plat, on a mis en place une équipe projet, des chefs de projet en écoute 24/24, et après on l'a relancé avec un système de dialogue où quand les équipes traitent un contenu, s'ils voient la moindre chose qui les choque, ils le consignent, ils envoient aux deux chefs de projet qui le traitent dans la journée et qui réamendent. Et c'est extrêmement important parce que l'algorithme, ou en tout cas l'IA, évolue. Et selon les évolutions de l'IA, on est en capacité de voir les choses évoluer et donc le résultat moins optimisé. Donc la vigilance et la relecture nécessaire après le passage de l'IA est fondamentale en fait. Et nous, on y est vraiment très attachés. Aussi parce qu'avec l'expérience, on a vu que parfois, si on n'avait pas ça, on ne détecterait pas parce qu'on dirait bon, ça passe. Donc il y a tout un débat d'ailleurs demain dans nos médias de savoir si on doit le mettre en amont ou en aval, le passage de l'IA. Mais moi, ce que je veux pour l'instant, c'est qu'on voit la copie telle qu'elle arrive, la copie 0 et la copie 1. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone, parce qu'on a préparé cette table ronde, il y a un élément que vous m'avez dit que j'ai trouvé intéressant. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai sous-entendu et que vous avez rebondi dessus, mais c'est qu'en gros, il était important pour vous de vous emparer de ce sujet parce que, quelque part, l'arrivée d'Internet avait été mal gérée, notamment par les quotidiens locaux, enfin les titres locaux, et que là, vous ne pouviez pas vous permettre de louper une nouvelle innovation technologique. Très rapidement, je ne trahis pas votre pensée, là, je crois, en disant ça. Non, très clairement. En fait, on voit bien, il y a 25 ans, quand l'Internet a déboulé, les téléphones mobiles ont déboulé, bon, nous, on était assis sur nos chiffres d'affaires, les petites annonces, etc., qui finançaient largement et correctement nos activités. On ne voyait pas trop encore, et on commençait à sentir un peu le déclin du papier, mais pas aussi massif qu'il s'est accéléré ensuite. Et finalement, on avait des dirigeants qui n'avaient pas forcément intégré ça. Pourtant, il y avait des gens extrêmement tournés et modernes, mais ce n'était pas vraiment le cas. Donc là, nous, en tout cas, au sein des bras, on a tout de suite voulu se dire, mais ça a été valable pour toute la presse cette fois, parce que c'est pas spécifique à nous. Tous les médias, on se sont dit, on va pas rater cet épisode-là. Et puis, il y a l'autre sujet qui me tient aussi énormément à cœur dans la réflexion qu'on a menée, c'est l'employabilité des personnels. On va y venir. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi un des éléments de la réflexion. C'est de dire qu'à un moment donné, ces outils-là, tout le monde s'en sert. Ils sont partout. Et on se doit, nous, en tant que manager, en tant que directeur et membre de direction de médias, d'assurer aussi la capacité de nos équipes à pouvoir utiliser et être en capacité d'utiliser ces nouveaux outils. Et juste, je termine sur l'expérimentation, puisque donc on a, après les 3 mois donc, qui s'est arrêté en février, on a fait 3 mois de pause, on a retravaillé le process, on a retravaillé le prompt, on a utilisé des chat GPTs, parce que juste pour l'anecdote, quand on a décidé de le lancer officiellement, c'était 3 jours avant que Sam Altman se fasse virer. Et pendant 1 mois et demi, ils ont bloqué la commercialisation des accès à la version payante de ChatGPT. Donc nous, on n'avait pas acheté avant. Parce qu'en fait, on voulait, comme on avait décidé de présenter ça au CSE, etc., aux partenaires, on n'a pas voulu de dire qu'on faisait des trucs dans le dos, on n'a pas voulu le faire avant. Et donc on l'a fait de cette manière-là, et on s'est retrouvé pendant 1 mois et demi à travailler, à faire notre expérimentation presque pendant 2 mois, parce que le temps qu'après, une fois qu'on avait accès aux GPTs, le temps qu'on les configure, etc. Donc finalement, sur les 3 mois de notre expérimentation, on a fait 2 mois sans les GPTs, qui nous ont un peu perturbés. Donc après la pause de 3 mois, on a retravaillé, on a fait les prompts, les GPTs, on demandait beaucoup de copier-coller, on en demande un peu moins, parce qu'on travaille beaucoup. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on fait que des copier-coller, puisque je vous ai parlé en préambule de Euro-Information, la filiale techno du Crédit Mutuel.
on a l'autorisation de l'utiliser en parallèle, mais on n'est en rien connecté avec nos systèmes d'infos et en rien connecté avec notre outil éditorial pour l'instant. Et c'est un vrai choix qu'on a fait pour justement aussi travailler la partie éditoriale et que ce soit un projet éditorial. Et depuis, donc on a relancé en juin, et depuis juin, on l'a déployé sur l'ensemble des 3 journaux et l'ensemble des éditions au fur et à mesure, mois par mois, de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Évidemment, on parle aussi avec les autres titres du groupe. On a d'autres expérimentations, d'autres réflexions au sein du groupe EBRA. Et donc, depuis, on a fait un peu plus de 20 000 contenus de CLP qui sont passés par ce biais-là, qui ont été publiés. Les équipes l'ont adopté. Aujourd'hui, quand on a des pannes, certains nous disent quand est-ce que ça revient. Alors des pannes, ça veut dire juste parce que nous, dans nos systèmes d'infos, des actualisations, des choses comme ça, mais aussi parce que des fois, l'algorithme change et le Chibities, on est quand même sur un prestataire quelque part extérieur. Et donc rapidement, on nous sollicite pour rétablir et pour voir comment on peut faire en sorte que ça marche. Ce qui est important aussi, c'est de détacher les équipes terrain de la techno. En fait, les équipes, elles sont là elles utilisent un outil, en fait. L'important, c'est que l'outil leur contribue à les accompagner, contribue à leur donner des accès au travail. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, toutes les éditions de l'Est républicain, du Républicain Lorrain, c'est soit 20 éditions, une vingtaine d'éditions, et on fonctionne avec tous les jours. D'accord, merci beaucoup. C'était un peu long, désolé. Non, il n'y a aucun problème, il fallait... Alors, oui, bien sûr, il y aura des questions au public après. D'accord, on va, je comprends, j'entends, mais on va d'abord, j'ai encore des questions à poser. Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les médias doivent, comme vous voulez, qui voudra répondre d'abord, est-ce qu'il faut que les médias s'emparent de l'IA générative? Est-ce que les rédactions doivent s'en emparer? Est-ce qu'elles sont obligées? Est-ce que c'est une loi inéchappable de la nature, ou est-ce que parce que ça cause beaucoup de... Là, on le voit avec Monsieur Pablo Acuel qui demande la parole, mais parce que y a cette question qui se pose aussi. Ça peut causer des problématiques en termes salariaux, en termes salariaux, oui, en termes d'employabilité et ainsi de suite. Donc, ça change quand même le travail, quoi, des journalistes. Est-ce que c'est une vague qu'il faut prendre absolument? Je crois que chaque média est libre de faire ce qu'il veut déjà. Et après, on évolue dans un environnement qui est très concurrentiel. Nous, dans l'environnement des agences de presse, on a 2 gros géants en face de nous qui sont AP, l'agence américaine, et Reuters, qui est l'agence anglo-canadienne. Et qui, voilà, on a chacune agence de presse a un petit peu sa spécialité, mais on est dans cet environnement qui est très concurrentiel. Et oui, enfin, nous, AFP, c'est clair qu'on va s'embarquer, mais il faut surtout décider la manière dont on va le faire. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est-à-dire que je veux rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, sur la question de l'impact sur le travail, l'impact cognitif. Il y a beaucoup de choses qu'il faut effectivement prendre en considération au moment où on va décider d'introduire l'automatisation dans nos processus. Et ce n'est pas des choses nouvelles, en fait, d'introduire l'automatisation dans nos processus de travail. C'est des choses qui, voilà, ça a plus d'un siècle maintenant. Donc, on sait où on s'est trompé. On sait quand on a fait des trucs qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, il faut maintenant se dire, on est face à un défi qui est quand même énorme. On ne sait pas si c'est Gutenberg, si c'est Internet, si c'est la référence précédente, mais on est quand même face à un outil dont les créateurs ont l'ambition de remplacer les humains. Donc, il faut juste se dire bon, où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça. Et puis, la recherche a clairement aussi mis en relief le fait que l'humain face à la machine a des biais. Il y a un biais qui est important qui s'appelle le biais d'automatisation, qui fait que inconsciemment on a toujours le sentiment que la machine fait mieux que nous, parce qu'effectivement elle arrive à faire des trucs que nous on n'arrive pas à faire. Et donc ce biais d'automatisation induit ensuite un certain nombre de comportements. Parmi les comportements, le fait qu'on se laisse persuadé facilement par la machine, même si la machine dit des choses fausses. Donc il y a énormément de choses auxquelles il faut faire extrêmement attention au moment où on va introduire
Surtout quand on travaille sur de l'information, sur des faits. On sait que l'IA va introduire énormément de désinformation, c'est massif. Donc la lutte contre la désinformation va devenir encore plus un énorme défi, un énorme travail. Là, je veux dire, avec on est au tout début en fait. Hein. Là, Sora vient de sortir, donc l'outil qui permet de faire de générer de la vidéo automatiquement. Donc on a déjà vu des fakes de vidéos, mais là ça va être exponentiel. Et donc on développe aussi des outils pour essayer de traquer ces deepfakes. Donc il y a énormément de conséquences sur les humains, sur l'impact sur le travail, etc. Ça veut dire qu'il va falloir repenser la manière dont les endroits où on introduit de l'IA, la redéfinition des tâches des uns et des autres pour que l'impact cognitif qui est important, c'est-à-dire que contrôler une machine, c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup moins gratifiant que de créer quelque chose, que d'imaginer, que de générer un contenu, que de faire sa propre traduction, que d'écrire son texte. Donc ça peut être utile dans certains cas. C'est pas souhaitable dans d'autres. Il faut définir tout ça et il faut surtout aussi répartir les tâches de contrôle de la machine. Parce qu'il y a un truc que Vincent a dit tout à l'heure, il faut des systèmes qui soient auditables. Et ça veut dire aussi que dans la redéfinition de tous nos process de travail, il va falloir à certains endroits dire où est-ce que l'humain garde la main, où est-ce qu'il a toujours le contrôle. Il faut toujours réintroduire des points de contrôle qui sont détenus par les humains. Mais il faut aussi que l'humain, à l'endroit où il se trouve à ces points de contrôle, et des tâches qui soient quand même pas trop rébarbatives et que ces tâches qui peuvent être pénibles de vérification soient bien réparties entre les différentes phases et les différentes personnes qui participent au processus rédactionnel. Parce que c'est un processus en fait. Hein. Il y a des gens qui collectent l'info, il y a des gens déjà qui font de l'idéation, qui cherchent les sujets, qui collectent de l'information. Puis après, il y a les gens qui vont l'écrire, la traiter ou filmer ou éditer les vidéos. Et puis ensuite, il y a des gens qui vont revérifier tout ça, le contrôler avant publication. Donc tout ça, c'est des phases. Et à toutes ces phases, il va falloir vérifier exactement où est-ce que l'IA a sa part et où est-ce que l'humain a sa part et s'assurer que voilà, ce travail de vérification et que les formats qu'on produit, que l'IA va produire sont vérifiables. Donc c'est aussi là il va falloir aussi réfléchir et qu'ils sont vérifiables d'une manière... Enfin, on ne veut pas que les gens qui font de l'édition dans un média deviennent des contrôleurs qui vont enchaîner des dizaines de clics pour vérifier que l'IA a bien fait son travail. C'est justement ce qu'on ne veut pas faire. Donc ça va nécessiter pas mal de réflexion. Et dans tout ça, le défi, c'est aussi que ça va hyper vite. C'est-à-dire que là, on est face à une révolution. Enfin, c'est dingue. Vous partez 15 jours en vacances, vous revenez, il y a trois nouveaux systèmes qui sont sur le marché. Il y a une spéculation telle sur... Voilà, DeepSeek qui d'un coup met tout par terre et puis on se dit alors ok d'accord il va falloir enfin c'est une rapidité. Je veux dire, Internet, moi je l'ai vécu dans ma carrière, c'était pas aussi rapide hein. Donc là l'autre défi c'est que ça met des organisations qui sont importantes, qui n'ont pas des moyens considérables au défi de la rapidité. La question des moyens est intéressante parce que du coup, est-ce que ça veut dire que l'on doit acheter des solutions sur l'étagère, comme on dit, ou est-ce qu'il faut que chaque structure se dote? Alors à EBRA, il y a l'argent du Crédit Mutuel et les services du Crédit Mutuel qui peut aider. À France Télévisions, il y a le Media Lab, mais ça veut dire, on en parlera juste après, mais ça veut dire quand même un choix. Non, mais vous avez des gens très talentueux, des gens qui travaillent. Vous avez une organisation qui vous permet de manière très transversale de travailler sur ces sujets. On a plus de talent que d'argent. Mais juste justement, mais je vous demande ça comme ça, justement, Sophie. Non, juste là-dessus, en fait, je pense que c'est un mix des deux. Bon, déjà, les LLM, c'est pas nous qui les créons, hein, parce que là, on n'a carrément pas les moyens. Donc, c'est des grosses machines qui sont, qui demandent un traitement considérable de données, des moyens considérables. Enfin, on voit les milliards qui sont investis là-dedans. Enfin, les milliards, les centaines de milliards. C'est considérable. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui n'est pas à notre portée. Après, il y a beaucoup d'open source qui se développent avec l'IA, c'est ça la bonne nouvelle. Donc ça permet effectivement à des organisations petites, moyennes ou grandes de s'approprier un certain nombre d'outils et donc il faut avoir un minimum d'expertise. Donc c'est vrai que nous, notre approche à l'AFP, c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire essayer de créer ce qui est à notre portée pour que ça soit maîtrisable et puis qu'on fasse les choix
en connaissance de cause, et puis qu'on définisse après justement tous les process de travail, et puis acheter sur étagère ce qu'on ne peut pas se permettre de faire. Par exemple, typiquement, là, pour l'instant, sur l'outil de transcription dont je vous parlais tout à l'heure, on a un outil qui permet de faire la transcription qu'on a développé à l'AFP, qui permet de faire la transcription à partir de fichiers. Mais un des gros usages qu'on a à l'agence, c'est la transcription en direct. Parce que nous, on fait de la production en direct, en temps réel. Et donc, cette transcription directe, on n'a pas encore réussi, nous, à le développer en interne. Donc, on utilise des outils sur étagère pour faire cette transcription directe jusqu'au moment où ce développement, on aura réussi à le faire en interne. Et donc, du coup, on pourra être complètement autonome sur cette fonction. Christophe Valenbrasse, voilà, je disais, on a été. J'étais milliardaire. Hein. J'ai pas dit ça. Si vous avez 1 milliard, je veux bien un petit peu d'argent. Mais non, plus sérieusement, cette question de l'indépendance par rapport aux grandes entreprises qui font de l'intelligence artificielle générative, qui ont des fonds colossaux, lorsqu'on a des structures comme celles qui sont représentées ici, il y a la question de l'indépendance qui se pose, et la question aussi de est-ce qu'il faut leur donner accès à tout les salariés de chaque entreprise, ou est-ce qu'il faut réfléchir à morceler les outils, etc. Voilà, c'est aussi une question d'usage quelque part. À tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut qu'on préserve la sécurité de nos données déjà, et qu'on préserve la valeur de nos contenus, sans quoi demain on ne produit plus rien. Et on est à ce niveau de risque. Si jamais on disparaît dans le maelstrom parce qu'OpenAI nous pille sans vergogne et que demain on n'a pas de retour sur investissement sur nos contenus, ça vaut pour le groupe EBRA, ça vaut pour tout le monde, l'AFP, et ça vaut pour nous, ça vaut pour l'INA. Demain on ne peut plus travailler. Donc déjà les positionnements qu'on va pouvoir avec ambition et j'ai envie de dire avec ferveur et puis le plus de poids possible prendre à l'égard des plateformes IA préservera éventuellement demain notre outil de travail. Il y a cet aspect-là des choses. Après, en interne, nous, on ne va pas créer un modèle de langage au niveau de ChatGPT qui, je regardais des chiffres hier, maintenant est à 1 milliard de paramètres, 200 000 tokens gérés. Enfin, voilà. C'est utopique de penser ça. En revanche, lorsque nous, on travaille aujourd'hui avec les plateformes IA, on a acheté en quelque sorte leur modèle qu'on intègre dans une interface sécurisée et interne à France Télévisions. On n'est peut-être pas les plus rapides sur un certain nombre d'usages ultra spectaculaires. Et il y en a beaucoup qui se sont rués là-dessus pendant ces 2 années et qui en reviennent. Parce qu'ils se rendent compte que créer une image, c'est fastoche en tapant 3 mots. Est-ce qu'on remplace un graphiste ? Bien sûr que non. Parce que nous, on n'a pas besoin juste de créer une image, on a besoin de créer une image qui soit vraie, qui soit vérifiée, qui soit fiable, qui ait un discours vérifié, rigoureux. Et ça, pour l'instant, les meilleures applications d'image ne nous le fournissent pas. Donc nous, on ne pense pas que l'IA va demain remplacer des métiers. Ça va être un outil supplémentaire, c'est comme ça qu'on le voit. Et donc on y va structure par structure. Typiquement, qu'est-ce qu'on a quand on a ChatGPT qui arrive ? On a 2 choses fondamentales. On a un accès facilité à la capacité d'IA, de traitement des grosses bases de données, digérer du texte, reformuler, peu importe quoi. On est en train d'investiguer toutes les possibilités. Et puis derrière, il y a la faculté de parler dans un langage naturel, ce qui ouvre la capacité à tous les collaborateurs de travailler avec ces IA-là. Une fois qu'on a dit ça, on travaille, nous, on prend notre temps, en sécurisation de l'ensemble de tout ça. Premièrement, on parlait tout à l'heure des relations qu'on a avec les collaborateurs. Ça, on l'a fait dès le début. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre, à voir ce qui se passait, et essayer de comprendre ce qui se passait, on l'a partagé avec tout le monde. Moi, au Media Lab, on a fait un truc simple, qui a commencé au début 2023, ça veut dire au moment où tout le monde ouvrait des yeux comme ça en disant qu'est-ce qui nous arrive. On a fait entre la poire et le fromage, vers 12h30 là, ou 13h, quand les gens sortaient de la cantine, ils venaient au Media Lab, on prenait un café, on disait regardez ce qui nous arrive. Regardez ce qu'on commence à comprendre. C'est quoi un LLM ? C'est quoi une IA générative ? Ça génère quoi ? Pour l'instant, ça génère ça, etc., etc.
prenez tout ça, on va réfléchir ensemble, on va comprendre ensemble et on va imaginer ensemble les usages de demain. Alors, on ne s'est pas précipité sur des trucs hyper spectaculaires. Mais là, je viens de recevoir une étude de la revue de l'Université Columbia de journalisme qui dit que 60% des moteurs de recherche qui intègrent de l'IA font des erreurs dans la manière dont ils vont citer les informations qu'ils ont saisies sur des sites d'information fiables. Grok 3 de Elon M, l'américain, lui, il est à 94% d'erreurs. Donc c'est utopique de penser tout de suite à la révolution. En fait, nous, on réfléchit à plusieurs temporalités. Il y a la temporalité à 2 ans. Comme disait Bill Gates, on surestime toujours, dans les grandes technologies disruptives, les effets immédiats et on sous-estime toujours les effets à long terme. Ben, nous, on travaille sur ces 2 temporalités-là. La temporalité d'usage dans les 2 ans, on a mis une interface sécurisée dont les données restent à France Télévisions pour un certain nombre d'usages qu'on propose aux journalistes, qui intègrent d'ailleurs plusieurs LLM. Il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a Claude. Le 27 mars, on annoncera qu'il y a Mistral. Donc d'ici là, si ça sort d'ici, je saurai que c'est vous. Voilà, et on propose ces choses-là, et les journalistes peuvent travailler avec. Encore une fois, avec les règles de cadrage qu'on a déjà établies. Hein. On ne fait rien d'automatique, nous, rien. Et derrière, on travaille aussi à 10 ans, en 10 ans, à 10 ans, à 10 années, en 10 ans à tout le monde, il faut qu'on crée une culture collective. On ne s'en sortira pas sans ça. Ce n'est pas une question de qui est un partenaire social, un journaliste, un graphiste, peu importe. Moi, à l'atelier Images, je tapais un article ce matin parce qu'on crée une page spécifique dans notre plateforme interne sur l'IA pour encore plus de communication et de partage d'informations. Moi, dans mon atelier sur l'image, j'ai 6 directions différentes, 15 métiers et plus de 40 personnes qui viennent. Et je me fiche totalement de savoir si y a une documentaliste ou un journaliste ou qui, machin, etc. Peu importe. On discute tous ensemble et tous ensemble, on essaye de comprendre quels seront nos usages et on les mettra en place au fur et à mesure. Et quand on les mettra en place, dans les 10 prochaines années, eh ben, ce seront des usages pertinents qui respecteront un certain nombre de critères qu'on a édifiés. Je toucherai un mot de la cartographie, si tu veux, tout de suite, si vous voulez, pardon, cher. De la cartographie qu'on vient de publier en partenariat avec le reste de l'audiovisuel public. Il y a des critères de respect de l'environnement, d'efficacité technologique, de respect des métiers, de la manière dont les nouveaux outils vont venir impacter un certain nombre de métiers dans l'adaptation, l'évolution de certains nombres de métiers. Bon, voilà. Et on se fixe des référentiels pour dire oui, cet usage-là, on y va, non, cet usage-là, on y va. Et c'est tous les jours, on fait quelques images, pour l'instant, on s'autorise à faire quelques images grâce à l'IA avec un certain nombre de critères simples. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Voilà. Est-ce que, globalement, c'est nécessaire d'avoir cette image-là ? Est-ce qu'on gagne du temps, on apporte quelque chose de plus à notre offre ou c'est simplement une question de confort ? On peut se dire que c'est une question de confort, de qualité du travail. Et voilà, on produit quelque chose comme ça, mais on les réglemente beaucoup. Et donc, au sommet de l'action pour l'intelligence artificielle il y a un mois, là, on a rendu public une cartographie des enjeux et usages de l'IA pour les journalistes, qu'on a co-rédigé sous le pilotage de l'INA, qui a fait un travail formidable, et puis l'ensemble des partenaires de l'audiovisuel public, France Média Monde, France Télévisions évidemment, Radio France, et puis... non, j'oublie personne d'autre. Je crois que tout le monde est là. Tout le monde est là, et donc on a référencé tous les cadres potentiels d'usage de l'IA. On a dit, bah voilà, ça peut permettre de préparer les contenus, ça peut permettre de créer des contenus, ça peut permettre de lutter contre la désinformation, etc. etc. Voilà où ça peut... Quelles sont globalement les questions transverses qui se posent, les questions de charte, de respect de l'environnement, de respect des métiers, etc. etc. Et derrière, on a créé un référentiel. Alors la cartographie, évidemment, vient détailler par du texte la réflexion qu'il y a derrière tout ça et pourquoi on dit on fait attention à l'environnement, pourquoi on dit on fait attention au métier, etc., etc. Et puis derrière, on a créé un référentiel qui permet de se rendre compte du degré de maturité d'un outil, de son impact sur l'environnement, de son impact sur les métiers, etc., avec une trentaine de critères.
C'est-à-dire qu'on n'est pas plus malin que le maître d'école. Il se passe une révolution. Il y a un tsunami actuellement. L'intelligence artificielle générative, c'est un tsunami. Il y a deux possibilités. Soit on se noie, soit on surfe. Globalement, surfer sur un tsunami, c'est... On n'a pas le choix. Et tous les collaborateurs... Alors, nous, avec nos petits bras, au Media Lab de l'Info de France Télé, on a ouvert plus de 550 créneaux de ces ateliers de sensibilisation au siège, dans les réseaux, France 3, Outre-mer, etc. Et on explique aux gens ce qu'on sait et on permet de partager tout ça. Et c'est le seul moyen, un jour, d'arriver à quelque chose de correct dans la boîte sur les usages de l'IA générative. Merci beaucoup, Christophe de Valambras. De rien. Plaisir. Maintenant je suis là. Je vais reprendre le micro. Vincent Berthier, rebonjour. On va terminer rapidement parce qu'après, j'aimerais laisser du temps à la salle pour poser des questions. Donc, vous avez la lourde tâche de terminer rapidement. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment navré. Les faits sont têtus, les choses se sont passées comme ça. Au niveau de RSF, j'imagine que vous avez des préconisations, vous avez des sujets qui vous interpellent, notamment sur l'indépendance des médias. Enfin, je sais que c'est le cas. Mais du coup, avec l'intelligence artificielle générative, j'imagine que ça complique les sujets encore davantage. Je ne sais pas, comment vous voyez les choses à court, moyen, long terme ? En fait, on a plusieurs niveaux d'analyse. On a le niveau des risques à court terme, qui ont été assez bien évoqués jusqu'à présent. On ne va pas revenir dessus. C'est tous les enjeux aussi de droit, comment est-ce que ça va amplifier la désinformation ou pas. Je voudrais revenir sur certains points. Notamment, il y a une question que je trouve hyper importante, que tout le monde a souligné, c'est créer une culture collective. Très souvent déjà à l'intérieur d'une rédaction. Parce qu'en effet, aujourd'hui, quand on parle d'usage d'IA dans les rédactions, on parle d'usages qui sont loin d'être majoritaires. Et nous, ça fait partie de nos analyses. Nous, on considère qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes avec l'IA générative, mais on considère que ce sont des technologies avant tout expérimentales. Et donc c'est pour ça qu'on a fait des expérimentations. On a fait par exemple le projet Spinoza, avec en partie Coupébras aussi, avec l'AFP qui participait, qui est une expérimentation qui a porté ses fruits, qui donne des choses intéressantes, mais qui appelle à être développée par ceux qui le veulent. Donc ça, c'était la question que vous posiez au début. C'est les rédactions doivent-elles s'en emparer ? Grosso modo, tout le monde dit peut-être, mais pas n'importe comment. Et nous, c'est un peu notre position aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut d'abord qu'on arrive à voir à quoi ça sert fondamentalement. On parlait des transcriptions, qui est un peu un cas d'école de là où c'est utile. Il y a des cas dans lesquels où c'est un peu contre-productif. Moi, je parlais avec des journalistes qui viennent de faire leur interview. Ils mettent ça dans un outil de retranscription et du coup, ils se retrouvent avec 5-10 pages de retranscription, alors que finalement, avant, ils pouvaient aller directement sur leur piste sonore, ils avaient en mémoire. Donc il y a aussi des habitudes de travail qui rendent parfois les choses incompatibles. Au niveau des préconisations de RSF, plus globalement, nous, on va s'intéresser à la fiabilité des modèles. Aujourd'hui, Christophe le disait, on a des modèles qui sont spécialisés dans le mensonge, parce que 96% de fausses réponses, c'est pas une erreur. Hein. It's not a bug, it's a feature. c'est implémenté dans le système. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne pense pas avoir raison 96% des fois où je prends la parole. Donc, pour qu'un modèle se trompe 96% des fois, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup d'efforts pour le faire. Donc, de base, un modèle, en effet, c'était une étude, les modèles GPT-4, je crois, c'est 45% de bonnes réponses de base. Quand on le connecte à Internet, c'est 60% en effet. Juste pour comprendre, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de gagner à la roulette russe que d'avoir une bonne réponse avec un modèle de langage. Exactement, ce sont des machines à écrire. Donc voilà. Et en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est de collaborer déjà au niveau des médias, entre médias. Et c'est pour ça qu'on a fait ce projet Spinoza et qu'on veut ouvrir le code, lancer cette dynamique de construire des outils communs, voir là où il y a de l'intérêt. Et après, encadrer aussi le développement et responsabiliser les concepteurs de modèles. Parce qu'aujourd'hui, ils avancent à toute allure dans un vide juridique et ils essayent de tout emporter sur leur passage. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une tension économique que je voudrais souligner. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup de cas d'usage de l'IA sur des tâches, pas que, mais en grande partie sur des tâches à faible valeur ajoutée. Or, l'investissement dans l'IA, il coûte des milliards.
Donc il y a une tension à un moment qui va se créer entre le fait qu'il y a des milliards qui ont été investis et le fait que nous, on trouve que c'est intéressant sur les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, un genre de bulle, quoi. Exactement. Et ce que je comprends, c'est que déjà, on voit que les outils sont de moins en moins développés pour les journalistes et de plus en plus pour les développeurs. C'est Anthropic qui avait sorti ça. Anthropic, il développe un chatbot qui s'appelle Claude, qui est un excellent chatbot d'un point de vue qualitatif d'ailleurs, où en fait les utilisateurs qui se servent le plus de ce genre d'outils, ce sont des développeurs pour écrire du code et produire des machines. Donc on peut se retrouver dans une situation où ce genre d'outil est de moins en moins fait pour s'informer. C'est une situation qu'on connaît très bien, ça s'appelle les réseaux sociaux, ça s'appelle les moteurs de recherche, qui sont avant tout des outils d'IA, eux aussi, mais destinés à nous vendre de la publicité et pas à nous informer. Donc on est en fait à la croisée, il y a plein de facteurs qui font que c'est très très compliqué aujourd'hui de savoir comment s'emparer exactement, précisément. On parle des risques sociaux, on parle des risques sur les compétences, on parle de risques de désinformation, on parle de la responsabilité, du lien de confiance des journalistes avec le public. En fait, il y a un horizon d'incertitude qui est extrêmement brumeux. Et donc nous, c'est pour ça qu'on appelle, donc, comme je disais, à considérer que ce sont des objets expérimentaux, à faire des expériences, à voir ce qu'il est possible de faire, mais surtout à participer à ce que nous, on appelle ce processus d'innovation, c'est-à-dire la manière dont une idée traverse la société, c'est ça qu'on appelle l'innovation, une idée nouvelle, pour faire en sorte qu'il y ait des valeurs journalistiques qui soient intégrées à ces machines et que ce ne soient pas juste des machines qui nous tombent dessus pour lesquelles on n'a rien demandé. Parce que les journalistes, les médias sont tout à fait légitimes pour participer à ce processus. Excellent mot de la fin. Bravo. Je sais que nous avons une question déjà qui s'est manifestée. Nous en avons deux qui se manifestent. Monsieur en jaune, je vais vous donner le micro. Est-ce que personne de l'orga bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pourriez vous présenter, dire d'où vous parlez et poser votre question? Oui, bien sûr. Donc, bonjour, je suis Paolo Ekel, je suis le secrétaire général du SNJ-CGT, également membre du comité directeur de la Fédération européenne des journalistes. Et c'est super intéressant tout ce que vous présentez. En revanche, moi, je dois m'inscrire un faux sur la manière dont les organisations représentant les journalistes, que sont les syndicats, sont associés. J'ai plein de réactions de mes collègues par message, mais par exemple, à l'AFP, quasiment pas abordé le sujet en CSE jusqu'aujourd'hui. Ce sera notamment abordé sur la restructuration du service hispanophone, où la direction veut faire des économies. À France Télévisions, les organisations syndicales pas associées. Pas d'études d'impact, empilement des tests, par exemple, sur la transcription des rushs, etc. Parfois des dérapages. Que dire de EBRA, où M. Georges parle d'implication des organisations syndicales, mais en réalité, c'est juste quelques mots en CSE. Les organisations syndicales, y compris à l'Est républicain, demandent encore une négociation qui ne vient pas, pardon, j'arrive pas à voir. Le déploiement expérimental se poursuit. Je lis un communiqué de S-Média CGT. Un test qui s'éternise et concerne maintenant toutes les éditions de notre zone. Pour autant, aucune négociation d'accord n'est pour l'instant envisagée. Prématurée selon Christophe Mailleux. De plus, dans d'autres titres du groupe EBRA, l'expérimentation IA se déploie, etc. etc. Concrètement, l'impact sur les salariés, y compris sur les éditeurs de textes de CLP, est énorme. La perte de sens, etc. Il y a en France une obligation quand il y a le déploiement de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, c'est l'article 2312-8 du Code du travail, implique des informations consultations. Et aujourd'hui, ni en France, ni dans plein de pays d'Europe, il y a des informations consultations. Donc, je sais que vous n'êtes pas dirigeant de vos entreprises, mais quand est-ce que ces entreprises vont ouvrir des négociations? Moi, quand j'entends Vincent qui nous dit qu'il faut du collectif, etc., mais bien sûr, évidemment, collectif, c'est négociation collective. La négociation collective est une compétence exclusive des organisations syndicales représentatives. Dans la charte de RSF, dans laquelle nous avons participé via la Fédération européenne des journalistes, il y a les détenteurs des droits. Les détenteurs de droits, c'est qui? C'est les journalistes. Donc, à un moment donné, les droits voisins, je sais qu'il y a
les éditeurs détiennent des droits voisins. Ils s'appellent voisins parce qu'ils sont voisins des auteurs. Les auteurs, c'est les journalistes. Donc concrètement, comment on peut continuer à passer un an et demi à faire des expérimentations et à ne pas ouvrir de réelles négociations? L'impact sur la santé va être important. Sophie parlait par exemple de transcription. Moi, je suis journaliste à la Gazette des Communes. Il y a aussi des transcriptions d'interviews. Les journalistes rédacteurs, comme Xavier, nous disent « Ah, ça nous a changé la vie, c'est super intéressant ». Les journalistes éditeurs nous disent « J'ai une surcharge de boulot parce qu'on laisse passer beaucoup de textes oraux. Ça a doublé ma charge de travail, je dois recorriger beaucoup de choses. » Concrètement, on ne fera pas de collectif, on ne fera pas de l'innovation si on continue comme ça. Et je laisse entre parenthèses la question de correspondants locaux de presse. J'ai noté tout le bien que vous pensez des correspondants locaux de presse, et c'est super important. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus comme auteurs. Vous dites qu'ils sont prestataires, mais les prestataires ne devraient pas se voir imposer des tarifs. C'est le cas. Donc là aussi, il y a un sujet, il faut qu'on négocie. Merci beaucoup. On va directement enchaîner avec la deuxième question. Voilà. CGT, voilà, CFDT. Moi, c'est Élise Descamps, secrétaire générale de CFDT journaliste. Donc, je plusois totalement ce que vient de dire Pablo. Sur les CLP, ajoutons que s'ils sont très importants, ils sont aussi extrêmement mal payés et que c'est de l'exploitation. Et que l'IA sert à exploiter encore plus des personnes en utilisant la technologie. Donc, nous, on a fait une enquête qui vient de se terminer, une enquête pendant un mois, sur l'usage de l'IA dans les rédactions. On a eu 200 répondants. Donc, évidemment, ça n'a pas une valeur statistique, mais ça donne quand même des tendances. Donc, déjà, il y a beaucoup de journalistes qui n'utilisent pas du tout encore l'IA. Effectivement, on constate que on est encore en phase expérimentale, on va dire. Donc 25% de nos répondants disent n'avoir jamais utilisé l'IA, 18% utilisaient très peu, il n'y en a que 13% qui utilisent régulièrement au travail. Par contre, ils sont nombreux à dire que l'IA ne fait pas l'objet ni de charte, ni d'accord, ni de réflexion dans leur entreprise, notamment ceux qui sont dans des petites entreprises. Ce qui pose problème sur le deux poids deux mesures dans la profession, avec une profession qui avance à une vitesse autre qu'une autre partie de la profession. On constate qu'un certain nombre de journalistes qui utilisent l'IA, qui sont dans des entreprises qui n'ont pas de charte ou d'accord, utilisent quand même l'IA. Donc ça pose quand même un problème d'avoir des personnes qui utilisent un outil qui n'est pas cadré, où il n'y a pas de recommandation, où il n'y a pas de comité de contrôle ou autre, où il n'y a pas de référent. Et donc, on est dans vas-y comme je te pousse, on ne sait pas où on va. Donc, ils l'utilisent parce qu'ils ont peur d'être dépassés, parce qu'ils voient aussi que ça peut leur rendre service. Mais nous, on est quand même assez inquiets par le côté non cadré. Et effectivement, il y a encore assez peu... on regrette que les remontées du personnel soient encore assez peu consultées. On voit effectivement sur les risques psychosociaux que vous avez mentionnés, nous on sent qu'il y a une crainte d'être dépassé et qui génère vraiment beaucoup d'angoisse dans nos répondants. Il n'y a que 12% qui se disent parfaitement à l'aise avec l'IA, mais une très grande majorité se dit peu ou pas du tout à l'aise et avoir besoin de formation. Et il y en a un certain nombre aussi qui ont dit « J'ai demandé moult fois des formations à mon employeur, on ne me les accorde pas ». Et donc ça pose quand même un problème de journalistes qui se sentent pas soutenus dans cet effort, on va dire, pour employer un terme patronal d'employabilité. Alors, pardon, juste encore une chose. Oui, bien sûr, mais après, oui, bien sûr, mais aucun problème. Hein. Alors, après, il faudra aussi donner le temps aux gens de répondre. Oui. Mais par contre, on leur a posé la question aussi de ce qu'ils attendaient de nous, les organisations syndicales. Et voulez-vous qu'on accompagne le mouvement, qu'on donne des conseils de bonnes pratiques et tout, ou qu'on s'y oppose farouchement? Ils ont été que quelques-uns à demander à ce qu'on s'y oppose farouchement. Donc il n'y a pas d'opposition farouche à l'IA et on ne nous demande pas à nous de s'y opposer. Donc nous, notre rôle d'organisation syndicale, ça va être d'accompagner par la réflexion, par la négociation, etc. Autre chose, il y a la CPNEF de l'audiovisuel, Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de l'audiovisuel, qui vient de conclure une enquête sur l'usage de l'IA, comment l'IA transforme les métiers dans les rédactions audiovisuelles. Elle va être publiée, je pense, elle va être publiée dans les prochains jours, ce sera intéressant de regarder ce qu'elle dit.
Et voilà, en tout cas, ce qu'elle met en avant, parmi toutes les personnes qui ont été interrogées, c'est que, parce qu'ils ont interrogé des directions, des journalistes, etc., ça fait apparaître un gros clivage entre les intérêts perçus par les journalistes, les intérêts perçus par les directions y voyant évidemment un moyen d'être plus efficace, de faire des économies, et les journalistes y voyant un intérêt, on va dire peut-être technique, mais une grosse crainte, notamment pour l'emploi et pour la qualité de l'information. Voilà, je m'arrête là. Je récupère le micro. Merci beaucoup pour ces deux questions, alors qui sont intenses, fournies, et donc je vais laisser le temps à tout le monde à table de répondre, et tant pis, on va déborder, hein. C'est aussi ça la magie des assises. Sébastien Georges. Allez. Sachant que vous avez été pointé directement. Bien sûr. Tous. Non, mais il a eu, là, oui, effectivement, il n'a pas que pointé Ebra. On les entend, en fait, les inquiétudes des personnels, des représentations et des représentants syndicaux, des partenaires sociaux. Moi, je n'ai pas de problème à débattre et à discuter de tout cela avec tout le monde. Effectivement, sur Ebra, on est en expérimentation. On a fait des informations consultations. Je vous invite. Ah bah si, je peux. Bon, pour le coup là. Voilà. Ah non. Alors après, je rappelle le fonctionnement. Enfin, je suis désolé. Hein, en tout cas, le fonctionnement, quand on consulte le CSE, on fait une information consultation. Le CSE choisit ou pas de déclencher une expertise. Si le CSE décide de pas en faire, c'est pas moi. Je suis pas responsable du CSE et du vote du CSE. Si le CSE a pas souhaité faire d'expertise, sur une des deux UES où j'exerce aujourd'hui mes responsabilités, il y a eu on en a parlé et je l'ai expliqué, on a eu une expertise. Donc, mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails, je pense que ce n'est pas le lieu. Maintenant, j'entends aussi ce que vous avez dit, madame, sur l'utilisation, la shadow-utilisation, l'utilisation fantôme. Aujourd'hui, on a ça aussi dans les rédactions, c'est-à-dire qu'on a pas mal on a une charte, on a des engagements au sein d'Ebra, et pour autant, on a des gens qui, c'est en accès libre, ChatGPT, n'importe qui peut y aller, et donc il y a des journalistes qui aujourd'hui l'utilisent. J'ai été interpellé dernièrement justement dans un CSE sur le sujet de savoir si je validais le fait qu'un journaliste utilise, en dehors de nos expérimentations, l'IA générative. Ma réponse, elle est non, nous, on préconise et on veut que l'IA générative soit utilisée dans le cadre de nos expérimentations, puisqu'on a une maîtrise et on a fixé des caps. Maintenant, je ne peux pas mettre un flic derrière chaque journaliste et empêcher une personne, un citoyen lambda, qui a pris son abonnement ou qui utilise ChatGPT et de l'utiliser avec sa conscience et avec les règles déontologiques. On est tous journalistes, on a tous les mêmes règles déontologiques, on sait ce qu'on en attend. Et donc après, moi je peux pas. Chacun est devant sa conscience. S'il l'utilise pour le faire et trafiquer le texte, ou vous demandez à une machine de faire le texte, voilà. Moi, je suis pas derrière et j'aime autant qu'il. En tout cas, ma préconisation, c'est qu'il ne le fasse pas. Maintenant. Je ne suis pas derrière. Juste pour vous dire aussi que nous, sur Ebra, on a décidé qu'on utilise pour l'instant le ChatGPT en marge, enfin, en parallèle, et pas dans nos outils éditoriaux, et que de toute façon, la cible, elle n'est pas celle-là. Elle sera un outil lié avec notre actionnaire qui nous fournira et qui sera en sécurité, parce que la sécurité de données, elle est importante aussi. Merci beaucoup Sébastien Georges. Je donne la parole à Sophie Huette de l'AFP. Et juste très rapidement, je voulais effectivement sur l'utilisation, ce qu'on appelle le shadow AI, l'utilisation des outils. Nous, effectivement, on l'a cadré dans nos consignes rédactionnelles pour dire qu'on invitait les gens à expérimenter, à utiliser les outils. Enfin, c'est comme tout le monde est sur les réseaux sociaux, même si on désapprouve l'utilisation de certains réseaux, par exemple, on ne va pas empêcher les gens de le faire. Donc, il faut être réaliste et puis laisser les gens évoluer dans la société avec les outils. Simplement, dans la production de l'AFP, il y a certains usages qui sont interdits, qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est ce qui est cadré dans nos consignes rédactionnelles. Et puis, dans cette utilisation un petit peu comme ça, qui est borderline, il y a des choses intéressantes.
aussi à récupérer. Donc des gens expérimentent des trucs et puis après viennent nous voir en disant moi j'ai essayé ça, c'est une bonne pratique qu'on peut peut-être déployer. Donc il faut aussi laisser les usages de la base remonter vers le haut et ça fait partie des choses qu'on encourage. Évidemment avec de la formation et ça c'est crucial, c'est hyper important. On va mettre en place, enfin on est en train de mettre en place un programme de formation. Et en ce qui concerne la consultation, enfin en l'occurrence pour l'AFP, le fait que le sujet a été évoqué en CSE, je suis un peu surprise de de ce que vous indiquez, puisque moi j'ai pris mes fonctions le 15 novembre. En janvier, j'étais devant le CSE et on a eu un échange très long sur la mise en œuvre de l'outil de traduction et des consignes rédactionnelles sur l'outil de traduction au sein de la rédaction de l'AFP. Et j'ai expliqué que c'était une première démarche et qu'évidemment tout se ferait dans la transparence, parce que je ne vois pas comment on peut avancer sur un sujet aussi important et transformateur sans que tout le monde soit à bord, y compris les organisations syndicales. Christophe de Valembras. Oui, mais j'entends que des choses complètement saines dans ce que vous dites, et qu'on entend chez nous, et qu'on a déjà entendu. Alors nous, on a fait un truc assez simple, et c'est normal que ça discute. Si ça ne discutait pas chez nous, ça veut dire qu'il y aurait un souci, probablement plus que celui qu'on peut avoir actuellement. Dès qu'on a commencé à entendre parler de ChatGPT, encore une fois, on a mis en place des ateliers de sensibilisation, des formations à l'Université de France Télévisions qui ne sont pas des formations, parce que comme vous le savez, une formation, vous ressortez avec des compétences supplémentaires. Il s'agissait plutôt d'avoir des journées préservées pour les collaborateurs, dédiées à la connaissance et aux essais des différents outils, etc. Ça, c'était dès 2023. Et je me souviens que dans le premier CSE qui a suivi l'émergence, le séisme ChatGPT, les représentants du personnel ont dit j'entends qu'il y a des ateliers autour de l'IA générative qui sont mis en place. En l'occurrence, on les avait mis en place de notre propre initiative parce que moi, ça fait 30 ans que je suis à France Télé. Des bouleversements technologiques, j'en ai vu pas mal. J'ai travaillé avec des gens qui ont travaillé en film. On a travaillé sans Internet, etc. Donc on a compris quand même 2-3 trucs sur ces grosses technologies disruptives qui déboulaient. C'est que si on ne travaillait pas correctement tous ensemble, on n'y arriverait pas. Donc on essaye de faire un petit peu plus attention. C'est jamais tout le temps facile, mais on essaye en tout cas d'avoir ça au cœur de nos préoccupations. Et donc les représentants du personnel ont dit on veut faire l'atelier. Alors j'avais eu déjà plein de représentants du personnel dans les ateliers, que je connais depuis des années, qui étaient là et avec qui on discutait dès les tout débuts de ChatGPT, alors qu'on arrivait, nous, difficilement à comprendre exactement de quoi il retournait, des premiers impacts déontologiques et des premiers impacts métiers, etc., etc. Donc ça a été très tôt en 2023. Et ensuite, on a fait un atelier spécifique pour les représentants du personnel. Parce qu'il peut y avoir des questions qu'ils ont envie de poser, pas forcément en public, pour plein de raisons. Et puis au lieu d'une heure, ça a duré 2h30. On a expliqué tout ce qu'on savait, ils ont posé toutes les questions. Quand je dis on, c'est ma pomme. C'est-à-dire qu'ils sont venus au Media Lab, on a bu plus de café d'ailleurs, vu le temps que ça a pris, que j'en avais prévu, mais on s'est arrangé comme ça. Et on s'est tous dit une chose, c'est qu'il allait tous falloir qu'on arrive à comprendre ce qui est en train de nous arriver au fur et à mesure, sans, du côté des représentants du personnel, espérer qu'il y ait un génie à la tête de France Télévisions qui sache exactement comment ça va évoluer, quels sont les LLM qui vont sortir, comment on va faire les usages, quelles règles on place, etc., etc. Mais qu'il allait falloir qu'on réfléchisse tous ensemble à ça. Et je vais vous dire un truc, c'est pas des mots. On les a fait, les ateliers. On les a vus, les représentants du personnel. Et on continue à discuter. Moi, j'ai des copains, encore une fois, avec 30 ans de boutique, qui sont représentants du personnel et avec qui on discute. Et au siège, et pas qu'au siège, aussi en région. C'est très important d'avoir les régions et même les outre-mer dans ces cas de figure-là. Et je vais vous dire, donc, on a fait ce boulot-là, on continue de le faire. Dernièrement, au dernier CSE, il y a eu justement une grosse présentation des premiers outils qu'on met en place à France Télé. Les premiers outils. Et ces outils-là sont des outils qui sont nés des réflexions des groupes de travail qui intégraient les représentants du personnel. Je parlais de Mediagène, qui est notre plateforme. Tu vas me dire que j'ai plus de temps. Alors, ça devient tendu. Alors, c'est né justement des réflexions déontologiques qu'on a pu mener tous ensemble, et y compris avec les représentants du personnel. Et puis, je vais vous dire une dernière chose. On parlait tout à l'heure des chartes. Alors, nous, on s'est borduré tout de suite à France Télé
parce qu'en termes de service public, on doit être un peu exemplaire, avec une note de service très précise concernant l'information, mais globalement qui est le seul guide, qui est très strict d'ailleurs pour beaucoup d'autres directions, et qui est le seul cadre applicatif aujourd'hui à France Télévisions. Et pourquoi la charte, elle prend un peu de temps ? Eh bien justement parce qu'on veut en discuter de manière très intime avec l'ensemble des collaborateurs, représentés par des représentants habituels, mais aussi les partenaires sociaux. Parce qu'on sait très bien que si on sort des cadres d'usage demain qui ne correspondent pas à la vue de l'ensemble des collaborateurs, partenaires sociaux, ça ne fonctionnera pas. Donc on prendra un petit peu plus de temps. On peut se faire railler sur les bords parce qu'on ne fait pas des trucs extraordinaires et spectaculaires, mais on agit avec méthode, avec sécurité et en impliquant les collaborateurs. Christophe. Merci beaucoup Christophe de Valembras. Vincent Berthier, rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, assez rapidement, parce que RSF n'est ni une organisation patronale, ni une organisation syndicale. Donc, évidemment, nous, notre position, c'est comme on se le disait, c'est-à-dire qu'il faut du collectif. Il faut justement, moi je trouve que le dialogue va être extrêmement sain et qu'il est de bon ton. Moi je trouve de voir qu'en effet qu'il y a des limites qui doivent être débattues collectivement. Que nous j'ai fait des observations qui sont très similaires à celles que vous relevez, où en effet, on n'est pas sur des cas d'usage majoritaire, 2, on n'est pas sur un refus frontal des technologies. Et donc c'est ça qui est intéressant et je pense que là il y a une base collective pour voir comment la profession peut penser ces outils dans le cadre des industries médiatiques. Sachant que, on a certaines particularités françaises, parce qu'en effet, les débats qu'on a là ne sont pas des débats qui ont lieu dans tous les pays. On parlait, par exemple, de l'usage des médias dans les chatbots. En France et dans les pays, on va dire, latins, européens, c'est plutôt réticent à ce genre d'usage, parce que pillage des technologies, parce que pillage des données, parce que menace. Et après, est-ce que finalement on n'apprend pas aux machines à faire du journalisme ? C'est quand même un risque. Dans les pays plus au nord, c'est des cas, des conversations que j'ai pu avoir, qui semblent un peu plus... Les médias, en tout cas, sont un peu plus ouverts sur ces cas-là. Donc il faut aussi qu'on ait conscience que on est en France, il y a des traditions, des spécificités sur le journalisme français, et que c'est ça aussi qu'il faut pouvoir intégrer dans les technos. Merci beaucoup Vincent. Je crois que bien sûr. Je pense qu'il y avait un monsieur qui voulait poser une question, mais malheureusement on n'a pas le temps. On a déjà explosé ce qui nous était imparti en termes de durée. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. J'espère que vous allez repartir plus instruite. À très bientôt. Au revoir.